Mondon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur Monsieur Laurent Bach, sur votre note de blog. Je vous cite, vous indiquez « Les gouvernements européens ne meurent pas tous de recettes de taxes sur la valeur ajoutée, plus basses que prévu, mais tous en sont frappés. » En précisant la prévision du produit de la TVA en 2024 a été surestimée de 4% en Allemagne, 2,5% au Royaume-Uni. Alors pour vous, la difficulté à prévoir les produits de TVA n'est donc pas nouvelle, n'est pas si nouvelle que cela et n'est pas qu'un problème franco-français. Elle touche en réalité beaucoup d'économies à travers le monde et dans chacun des pays concernés. L'État s'essaie avec plus ou moins de succès à combler le fossé entre prévisions et réalisé par la mise en place de divers dispositifs visant à combler les trous dans l'assiette des impôts. Vous évoquez l'introduction d'une TVA sur certains produits financiers ou d'assurance. Pourriez-vous nous détailler l'intérêt de cette proposition pour fiabiliser les prévisions de recettes? Avons-nous d'ailleurs des retours d'expérience probants de l'étranger, à l'étranger? Donc effectivement, en théorie, la TVA, c'est un impôt très simple, parce que la théorie de cet impôt, c'est que c'est un impôt sur la consommation. Et effectivement, la consommation, c'est quelque chose qui est largement prévu par tous les instituts, les bons instituts macroéconomiques. Alors on peut toujours se tromper sur la consommation, sur sa prévision, mais si on ne se trompe pas, on devrait, si la TVA marche comme dans la théorie, on devrait pouvoir la prévoir parfaitement. Le souci, c'est que la mécanique de l'impôt TVA fait qu'on exonère certains types de consommation où on les taxe à des niveaux réduits, ce qui va faire que même quand on prédit bien l'évolution de la consommation, l'assiette TVA peut en dévier parce qu'il se trouve que ce sont par exemple particulièrement les produits taxés au taux élevé qui baissent en 2024. Et ça peut être quelque chose qui arrive pas seulement en France, mais dans d'autres pays. Donc en fait, vous pouvez avoir comme ça un décalage entre l'évolution de la consommation et l'évolution de l'assiette TVA, et un décalage qu'on va trouver dans plusieurs pays, parce que cette déformation de la consommation suite aux épisodes pandémie, crise énergétique, tout ça, ont certainement été communs à tous ces pays. Voilà. Et donc par rapport, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, une des manières de rendre la TVA plus prévisible, c'est de rendre son assiette plus proche de la consommation totale, donc en introduisant de la TVA sur tout ce qui est aujourd'hui exonéré, comme par exemple les produits financiers. Merci. Dans vos travaux respectifs, en deuxième question, avez-vous eu l'occasion et les moyens d'évaluer la pertinence et l'efficacité du modèle économétrique Mésange de la Direction générale du Trésor, développé pour évaluer l'impact sur l'économie française de mesures de politique économique ou de chocs externes? Alors, moi, je n'ai pas fait d'évaluation à proprement parler du modèle Mésange. Nous l'utilisons régulièrement parce que c'est le meilleur modèle, en tout cas public, sur la place. Donc, il y a peu de modèles qui soient à la fois aussi complets, aussi simples, actualisés, au fond, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est 2017, la dernière actualisation. Et avec des experts qui l'ont mis en place, qui sont, vous pouvez regarder la liste des contributeurs, des experts de haut niveau et qui sont issus de plusieurs administrations, en particulier de l'INSEE et du DG Trésor, mais qui ont parfois eu des parcours riches. Donc, il a un petit peu le monopole de la prévision crédible à moyen terme. Il a sans doute des précautions à voir quand on l'utilise. Le fait, c'est que il est sans doute intéressant pour illustrer un scénario, mais c'est pas vraiment un modèle qu'on peut utiliser pour prévoir quelque chose. C'est-à-dire, on peut illustrer une stratégie. On peut dire, voilà, je veux baisser les cotisations sociales et j'augmente la TVA, je fais une TVA sociale. Et globalement, voilà comment les choses pourraient se passer.
il suppose deux choses, c'est que quand même il faut raisonner un équilibre financier, il faut que les choses soient financières, sinon on peut faire dire des choses sans doute aux modèles qui sont excessives, on peut arriver en touchant bien les coefficients à trouver des mesures en dépenses comme en recettes qui soient autofinancées. Mais surtout, il ne permet pas de timer précisément l'impact des mesures. C'est quelque chose qui est assez indicatif, sachant que le long terme, il reflète à la fois, je pense, ce qui est le plus proche du consensus économique, puisqu'en fait on considère que tel impôt ou autre a tel effet à très long terme. Donc c'est un travail qui s'appuie sur une synthèse de littérature très riche. Et en même temps, c'est un peu le problème des moyennes ou des médianes, c'est que ça reflète jamais vraiment la réalité. En fait, on va être, nous, la situation dans laquelle on est, les résultats vont être peu de chances de se produire tels qu'ils sont prédits. Peut-être pour donner une illustration, et ça peut reboucler avec des questions des prévisions de moyen terme. Quand on fait une prévision de moyen terme, c'est peut-être là où ce qui a pu être fait, alors c'est pas juste en 2017, mais c'est à chaque programmation de moyen terme successive, sur la base, peut-être pas seulement d'ailleurs du modèle mésange, il y a eu sans doute des choses qui ont été normées à la main, mais on a inclus des effets de croissance potentielle du fait des réformes. Et c'est comme ça qu'on arrive, globalement, si vous prenez des scénarios successifs des programmes budgétaires depuis 5 ou 6 ans, voire plus, on considère qu'on part d'une situation où on est en dessous du potentiel, voilà. Donc il y a une dynamique de rattrapage spontané. Ensuite, on met en place un certain nombre de mesures de politique qui vont augmenter ce potentiel. Alors, pour décrire la cohérence d'une stratégie économique, c'est tout à fait valable. On comprend bien qu'un gouvernement qui met en place des mesures, après on peut être d'accord ou pas avec le fond des mesures, mais en tout cas, il le fait sur le plan économique. En tout cas, il peut chercher à défendre leur fondement. Il peut s'appuyer justement, en l'occurrence, sur des arguments. En déduire qu'on peut timer, qu'on peut programmer des recettes, de la croissance, des créations d'emplois, et ensuite en déduire un retour à l'équilibre budgétaire, par exemple, c'est sans doute là d'où vient le problème. Et pour revenir sur un point qui a été abordé, c'est là où ce serait utile d'avoir, certes, le gouvernement a sa stratégie, sa vision économique, ses intentions, mais en plus, il faudrait qu'on ait la trajectoire à politique inchangée, celle dont, par exemple, François Eka le mentionnait, soit elle existe, soit il faut que quelqu'un la fasse par ailleurs, mais qui dise, voilà, au-delà des aspects un petit peu de marketing, voilà ce qui est vraisemblable qui va se produire, et sans compter sur des choses qui ne sont pas acquises. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se produire, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout acquises, en tout cas, et timées précisément. Puis-je ajouter un petit élément sur Mésange ? Un petit élément. Eh ben, ça va être très court. En fait, il y a peu de conjoncturistes qui ont des modèles. Il y a Mésange, à l'OFCE, il y a IMOD qu'on est en train de réestimer, et il y a Mascotte, enfin différents modèles de la Banque de France qui sont des gros modèles qui permettent d'évaluer des politiques publiques en tenant compte de tous les effets sur l'emploi, le taux d'épargne et autres, et en même temps sur les finances publiques. Le modèle Mésange en particulier, il est évalué dans des cahiers de variantes, et je dirais que le problème d'un modèle macroéconomique comme Mésange, et c'est aussi le nôtre, ils sont assez proches, somme toute, dans les mécanismes. La question, c'est qu'on peut les utiliser de différentes manières, et il y a beaucoup de jugement dans l'introduction des mesures dans Mésange, qui fait que l'intelligence vient pas du bistouri, mais de la personne qui le manie, si vous me permettez cette métaphore. Et donc finalement, c'est les équipes de conjoncturistes qui utilisent le modèle qui permet d'arriver à une qualité de prévision. Donc je pense que les erreurs de prévision ne proviennent pas tant d'équations mal spécifiées de Mésange, mais que d'approche du jugement sur le rendement de certaines recettes fiscales qui étaient un peu hors modèle, je dirais, surévalué par les personnes qui ont utilisé Mésange. Mais sinon, les cahiers de variantes de Mésange sont publics et on les compare et on a des différences, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec le modèle OFCE, qui joue parfois, notamment sur la dynamique du taux de chômage prévu, mais pas pour ce qui nous concerne, pour la prévision de finances publiques 2023-2024. Merci. Dernière question. En novembre dernier, nous savons que vous avez été invité, enfin 2 d'entre vous ont été invités à contribuer au sein d'un comité scientifique de 9 experts sur la prévision de finances publiques.
Est-ce qu'auparavant, le gouvernement ou la Direction générale du Trésor ont déjà fait appel à votre expertise, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière récurrente, en vue d'améliorer leurs travaux de prévision macroéconomique? Je pense ici à la période de la crise sanitaire qui a nécessité de revoir notre manière de prévoir et d'anticiper l'incertitude dans nos scénarios macroéconomiques. Alors, je vais répondre. En fait, à l'IPP, on ne fait que des contrats qui sont publics et on ne fait pas de consulting caché, en tout cas. Et en l'occurrence, on n'a pas de contrat avec la direction du Trésor sur la prévision des recettes. Là, le comité, c'est quelque chose à titre totalement bénévole, une manière de se rencontrer, de rencontrer l'administration pour leur poser des questions et après se regrouper entre nous pour éventuellement faire des recommandations. Mais c'était la première fois, moi, que j'étais en contact avec ces administrations de prévision. Oui. Alors, de la part de l'OFCE, ça fait partie de notre mandat, hein, puisque notre financement le justifie. On est en contact avec l'administration, avec différentes administrations qui demandent à nous auditionner parfois pour avoir une idée de nos prévisions, quand on sort nos prévisions 2 fois par an. Au-delà du chiffre qu'on sort, il y a une volonté de comprendre pourquoi on a cette prévision-là. Donc, dans ces cas-là, on interagit avec nos homologues du Trésor. On a eu notamment, dans le cadre de la crise sanitaire, des débats sur les prévisions de faillite. On a sorti de documents sur les prévisions de faillite, sur l'effet du PGE. Et donc, est-ce que tout ça, c'est dans le cadre de discussions normales que l'on peut avoir aussi avec différentes administrations qui nous contactent pour analyser nos analyses? C'est assez fréquent et récurrent, et j'essaie de faire de sorte que tous les économistes de l'OFCE soient disponibles quand il y a une demande de nature là, ou des députés aussi, pour expliciter nos analyses, au-delà du chiffre qui est très synthétique, pour permettre d'analyser. Par ailleurs, on est auditionné par la Commission européenne, par le FMI, systématiquement pour avoir des appréciations de l'économie française. Donc il y a tout un travail d'explicitation de nos prévisions, de nos analyses, qu'on fait de manière récurrente, et notamment vis-à-vis du Trésor, avec lesquels on a un contrat pour avoir une prévision des émissions de CO2 de l'économie française dans le cadre de la scénario bas carbone France, mais c'est un peu déconnecté de notre discussion qu'on a là.